Donc, bienvenue dans cette troisième émission de notre série sur la théorie monétaire moderne, en partenariat avec l'association MMT France et avec la revue en ligne Position. Donc, cette troisième émission s'intitule « La souveraineté monétaire au service des peuples du Sud ». Cette émission fait directement suite à notre émission précédente, qui s'intitulait « L'économie internationale et ses rapports de force », durant laquelle nous avions reçu l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, qui est également champion de Scrabble, et qui avait engagé un débat très important avec nous, et notamment avec Ivan de MMT France, sur la question de l'économie internationale et de l'application de la théorie monétaire moderne à l'économie internationale. Donc, une présentation rapide des intervenants présents ce soir. Donc, pour représenter l'association MMT France, nous avons Robert Conot et Ivan Invernizzi. Donc, merci à vous d'être présents. Nous avons Fadel Kaboub, que je vais présenter un peu plus en détail dans quelques minutes. Donc, moi-même, Ramzi Kebaili, je serai l'animateur de l'émission. Je suis enseignant en mathématiques et j'ai réalisé un mémoire d'économie sur la question de l'applicabilité de la MMT en zone euro. Et nous avons également Christophe de la revue Position, donc qui nous héberge. C'est le site internet sur lequel vous pouvez retrouver les contenus de nos émissions et qui est ici présent. Donc, Fadel Kaboub, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes professeur associé d'économie à l'université de Denison dans l'Ohio. Vous êtes président du think tank Global Institute for Sustainable Prosperity, donc l'Institut global pour la prospérité soutenable. Vous avez étudié à l'université de Tunis El Mana, puis à l'université du Missouri, qui est située à Kansas City. Et vous êtes célèbre pour vos travaux sur la théorie monétaire moderne dans les pays du Sud. Donc, dans vos articles, vous expliquez notamment que les pays du Sud sont en mesure, contrairement à ce qu'on croit souvent, d'atteindre à la fois la souveraineté et la prospérité. Donc, ce que vous nommez dans un de vos articles le Wakanda, donc en référence au film Black Panther et à ce pays africain dont vous nous parlerez, qui représente finalement l'Eldorado pour les pays aujourd'hui dominés. Et évidemment, la condition pour atteindre cette souveraineté, cette prospérité, c'est de rompre avec les politiques économiques orthodoxes imposées par le FMI et par les anciennes puissances coloniales. Et donc, cette rupture avec les politiques économiques orthodoxes présuppose d'avoir un autre cadre économique à proposer, un cadre alternatif. Et c'est ici qu'entre en scène la théorie monétaire moderne, la MMT, donc que nous avons déjà commencé à présenter aux auditeurs dans nos émissions précédentes. Donc, la MMT qui insiste sur la condition d'État monopoliste de sa devise, la MMT qui comporte à la fois un volet descriptif qui explique comment fonctionne une devise. Donc, on a beaucoup insisté dessus sur les épisodes précédents, sur toute la partie descriptive, et également sur une partie plus politique et prescriptive qui explique comment un État peut créer sa propre monnaie et s'en servir pour atteindre le plein emploi. Et une des objections qu'on a très régulièrement entendues dans tous les débats qu'on a organisés, c'est oui, d'accord pour les États-Unis, d'accord peut-être pour l'Europe, mais est-ce que ce que vous dites là, ça marche pour un pays du Sud? Est-ce que ça marche en Afrique? Est-ce que ça marche en Tunisie? Est-ce que ça marche pour un pays du franc CFA? Est-ce que ça marche en Amérique latine? Donc, ce sont les questions qu'on entend régulièrement et auxquelles on souhaitait répondre. On a déjà commencé à poser ce débat précédemment et on souhaitait poursuivre. Donc, l'organisation de cette soirée, donc on va commencer par une série de questions que je vous poserai pour permettre de bien appréhender votre pensée et votre proposition politique, donc dans une première partie. Et ensuite, dans une deuxième partie, donc Robert et Yvan de l'association MMT France vont nous proposer une lecture critique et un commentaire de votre article « Le chemin de l'Afrique vers la résilience et la souveraineté. Le vrai Wakanda est à portée de main ». Car en effet, un des mantras de nos émissions, c'est aussi d'expliquer que la MMT, ce n'est pas une nouvelle parole révélée, un nouveau dogme qu'il faudrait accepter sans discussion, mais que c'est un champ de débat fécond, que parler de MMT, c'est l'occasion de montrer qu'il y a une pluralité de points de vue, une pluralité d'interprétations possibles, et d'en faire un outil pour poser des débats et s'en servir vraiment comme élément de compréhension du monde, car c'est ça le but, c'est d'arriver à la compréhension du monde, et non pas de chercher une nouvelle parole révélée. Donc, c'est aussi un des mantras de la revue Position qui nous accueille, c'est de mettre en avant les débats, les points chauds
les points qui font dissensus pour voir comment on peut collectivement élaborer une pensée critique et avancer dans la compréhension du monde. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez, donc Fadel Kaboub, donc vraiment, nous sommes très honorés de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours intellectuel, de comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la question des pays du Sud, aux questions de développement, et comment vous en êtes arrivé finalement à la théorie monétaire moderne? Tout d'abord, bonsoir et bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un privilège et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mon parcours a commencé en Tunisie. J'ai fait mes études secondaires et j'ai fait ma maîtrise en sciences économiques à la faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis, El Manar. J'étais parti de la Tunisie vers les États-Unis. Ça fait 22 ans maintenant. Donc, j'ai quitté le monde francophone pour le monde anglophone. Ça fait maintenant 22 ans. Donc, c'est un peu... je fais un petit retour maintenant pour pratiquer un peu la langue française avec vous ce soir. Mon départ vers les États-Unis, c'était vraiment motivé par un désir d'avoir une expérience différente du système francophone, parce que après que j'ai fini mes études en Tunisie, je pensais comme tout le monde, plus ou moins, de faire des études de doctorat en France. En fait, j'ai commencé la procédure et j'ai même préparé plus ou moins à commencer mes études à Paris-Nanterre. Ensuite, à la dernière minute, j'ai pensé, j'ai parlé avec des profs tunisiens que je respectais beaucoup, des économistes qui ont fait des études en France, en Europe en général, même des profs qui ont enseigné en France, à la Sorbonne, à Nanterre, et partout en France. Et j'ai conclu que le type d'enseignement, d'éducation que j'allais avoir en France, c'était plus ou moins comparable qu'avec le système tunisien, l'enseignement tunisien. C'était plus ou moins les mêmes profs, quelquefois. Donc, j'ai vraiment voulu voir une autre part du monde, apprendre la langue anglaise et changer un peu de point de repère dans la pensée économique, dans la pensée culturelle, etc. Et je crois que c'était une très bonne décision en fin de compte, même si quand j'étais parti à Kansas City, vraiment, je connaissais pas l'Amérique ou l'anglais ou n'importe quoi. Mais je savais que l'université à Kansas City avait, UMKC, University of Missouri Kansas City, avait une tradition d'être plus ou moins ouverte à d'autres écoles de pensée non classiques, c'est-à-dire pas l'école de pensée dominante, Neoclassical Economics, ou l'école néoclassique, mais surtout l'école de pensée institutionnelle, l'école de pensée post-keynésienne. Et j'étais un tout petit peu exposé à ces écoles de pensée en Tunisie. La meilleure classe que j'ai prise en Tunisie, c'était en quatrième année, c'était l'histoire de la pensée économique. Et c'était vraiment l'une des meilleures expériences intellectuelles pour moi. C'était finalement, après 4 ans de faire la science économique, une classe qui pouvait engager les étudiants avec les débats intellectuels au niveau, à un niveau très élevé par rapport aux classes de macro et micro, et money and banking et tout ça. Donc, je savais que UMKC avait quelque chose de différent. Et en fait, quand je suis arrivé à Kansas City en janvier 2000, c'était vraiment le départ, le décollage, je voulais dire, d'un nouveau chapitre dans l'histoire du département et de l'université là-bas, parce que c'était le moment où Matthew Forstater, Stephanie Kelton, Randall Wray,
Fred Lee, avec la participation de Warren Mosler, qui ont lancé un centre de recherche à Kansas City, Center for Full Employment and Price Stability. Et le programme de master et de PhD, c'était vraiment le centre intellectuel pour repenser la monnaie, repenser l'objectif de plein emploi et repenser l'objectif de stabilité des prix au niveau macroéconomique sous la tutelle de l'école post-keynésienne. Donc, c'était vraiment un hasard pour moi de me trouver là-bas et c'était la meilleure expérience intellectuelle de ma vie. Mais c'était aussi il y avait un peu de tension intellectuelle entre les chercheurs qui étaient plutôt des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Européens, qui pensaient de manière prioritaire aux économies du Nord. Et pour moi et d'autres étudiants dans le temps qui venaient des pays en voie de développement, des pays sous-développés, on ne pouvait pas vraiment engager sur le même niveau de raisonnement parce qu'on comprenait qu'il y avait d'autres problèmes au niveau structurel qui n'existaient pas dans la littérature américaine, australienne, etc. Donc, c'était un challenge pour moi et pour mes collègues, les étudiants. Et on a vraiment commencé à engager de façon critique avec Randall Wray, avec Bill Mitchell, and Warren Mosler, Stephanie Kelton, même si ce n'était pas visible pour le monde extérieur, mais Kansas City, c'était le hub pour les débats sur les questions de développement. Et ensuite, je crois, immédiatement après le départ ou le décollage de cet institut à Kansas City, on a vu la présence régulière de Jan Kregel. Jan Kregel, c'est un économiste post-keynésien of the highest caliber, d'un calibre je sais pas, c'est pas un high caliber, everybody understands, I think. Mais surtout, Jan Kregel, dans le temps, était engagé plein temps avec UNCTAD à New York. UNCTAD, which is the United Nations Conference on Trade and Development. Je sais pas le nom en français, c'est une organisation de l'ONU qui est basée en Genève, en fait, mais a des offices à New York. Jan Kregel a fait une carrière de plus de 15 ans, je crois, au leadership avec UNCTAD. Donc, son travail était vraiment concentré sur la question de développement. Et UNCTAD, comme une organisation, avait une très longue tradition, depuis le départ, d'être une organisation qui vraiment pense de façon systémique aux questions de développement du point de vue de pays sous-développés, du point de vue des pays du Sud. Donc, j'ai vraiment engagé directement avec Jan Kregel comme mon professeur et ensuite comme membre de comité de ma thèse sur les questions de développement de point de vue post-keynésien et de point de vue qui voulait vraiment inventer ou bien traduire la pensée de MMT dans le contexte des pays en voie de développement pour engager directement avec la question de développement. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir d'autres économistes, pas seulement Jan Kregel, mais les économistes de l'Amérique latine des années 60. Et finalement, j'ai découvert un économiste tunisien des années 60
qui faisait partie probablement du groupe de chercheurs et de penseurs du Sud global dans les années 70 surtout, qui ont vraiment découvert les sources structurelles de faiblesse économique dans les pays du Sud et qui ont eu une vision très claire pour la réorganisation de la vision de développement. Cet économiste, il s'appelle Ahmed Ben Saleh. Il était un homme politique aussi en Tunisie. Dans les années 70, il a vraiment transformé la Tunisie après l'indépendance, carrément, parce qu'il était en même temps, je crois, à un certain moment, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Plan, le ministre de l'Économie. Il avait dans son portefeuille presque 5 ou 6 ministères dans le domaine économique sous sa tutelle. Il a vraiment transformé la Tunisie pendant la période après l'indépendance. Et j'ose dire aussi que jusqu'à aujourd'hui, la fondation de l'économie tunisienne, où tout ce qui fonctionne plus ou moins de bonne manière en Tunisie, c'est vraiment la fondation de Ben Saleh qui a créé ces étapes. Et il avait une vision de long terme. Malheureusement, sa vision a été interrompue en 1969 parce qu'il était accusé d'être socialiste, d'être un traître à la nation, etc. Ils l'ont mis en prison pour 10 ans et ensuite son ami Bourguiba. Je crois qu'il l'a aidé à échapper de la Tunisie et partir en exil. Quand il était parti en exil dans les années 70, il devenait l'un des leaders dans le Sud global, en exil en Europe, pour préparer des documents de vision transformatrice pour les pays en voie de développement. En fait, quand j'ai découvert son article, il y a un article que je peux partager avec vous, publié en 1977. J'ai lu cet article, je crois, dans l'an 2002, 2003, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une erreur ici. Parce que sa description de l'économie mondiale, de l'économie tunisienne, des sources structurelles de sous-développement, c'est comme s'il parlait de la Tunisie en 1990-95. Donc, il a vraiment identifié les problèmes. Il parlait d'un modèle de développement du sous-développement. Donc, il parlait aussi d'une économie qui est, c'était un article en anglais, an economy steered from abroad, une économie qui était dirigée de l'extérieur. Pas nécessairement par la France, mais par un système global économique qui contrôlait les leviers des économies du Sud. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait tout un groupe d'économistes français, suédois, algériens, Samir Amin faisait partie de ce groupe. Ils ont rédigé un document compréhensif pour l'ONU en 1975, je crois. J'ai la référence ici quelque part. Ce document, j'ai le document en anglais, je suis sûr qu'il y a une copie en français. Ce document est intitulé What Now? What now meaning après l'indépendance de l'Afrique, 1975, après l'indépendance du Sud global, comment faire et comment changer la structure économique de ces pays? Et ils ont identifié un chemin faisable pour l'Afrique, pour les pays en voie de développement, sauf que ce chemin nécessite en fait une réelle décolonisation
de ces pays, une transformation structurelle de ces pays. Si vous pensez avec un peu de recul historique, les années 70 et les années 80, c'était la période de changement de vision commerciale dans les pays du Nord pour introduire le GATT, pour introduire le WTO, le World Trade Organization. Donc, c'était une période de free trade, de commerce international libre. Si vous vous rappelez des négociations entre pays du Nord et pays du Sud pendant ces années, il y avait toujours l'idée de libre-échange, sauf dans deux domaines. Le domaine d'armement, pour des raisons qu'on peut comprendre, et dans le domaine de l'agriculture. Parce que les pays du Sud, comme la Tunisie, comme l'Algérie, comme plusieurs pays dans l'Afrique, avaient un avantage comparatif, disons, parce que c'était la région du monde où l'Europe en général pouvait produire des produits agricoles pour export, pour la consommation en Europe. Et il y avait une division du monde au niveau de production, de telle façon que l'Europe produisait les produits industrialisés et l'Afrique, disons, les pays du Sud, produisaient les matières premières et l'agriculture. Sauf qu'après l'indépendance, l'Europe a immédiatement identifié une faiblesse structurelle, une faiblesse de sécurité nationale au niveau de l'agriculture. Donc, il capte le Common Agricultural Policy, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Politique agricole commune. Pardon? La politique agricole commune. Exactement. C'était introduit précisément pour réintroduire la souveraineté alimentaire en Europe et de telle façon détruire les sources de production en Afrique. Donc, c'était une source d'exportation pour l'Europe, pour les pays en voie de développement. Donc, cette source de revenus était complètement détruite avec les arrangements de libre-échange de cette période. La deuxième chose qui s'était passée, c'est que l'Europe et les pays du Nord industrialisés, bien sûr, il y a toujours d'innovation technologique, il y a toujours de création de produits à haute valeur ajoutée. Il y a toujours des industries et des produits manufacturiers qui deviennent obsolètes. Obsolète, thank you. Donc, il y avait un système de réorganisation de la production industrielle. Donc, les produits manufacturés qui nécessitaient un tout petit peu de capital pour construire des usines d'assemblage. Et donc, des industries qui produisaient de la valeur ajoutée très faible. On a fait de telle façon que les pays en voie de développement poursuivent l'industrialisation fictive de telle façon qu'on peut utiliser de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher en Afrique, en Tunisie par exemple, pour assembler les produits qui génèrent une valeur ajoutée très faible. Alors que les industries avancées qui produisent de la valeur ajoutée très haute, c'est la spécialisation des pays du Nord. Donc, on a créé dans cette période d'indépendance, les premières années après l'indépendance, une nouvelle structure néocoloniale qui se spécialise dans la production industrielle
de valeur ajoutée très faible. Donc, les leaders des pays du Sud, ce n'était pas le cas de Ben Salah et les économistes dont j'en parle, mais les leaders politiques n'ont pas identifié ce piège économique. Parce que c'était vraiment un piège. Et on vit les conséquences de ce piège aujourd'hui. Parce que même si on voulait exporter ces produits manufacturés en Tunisie, en Afrique, en fait, c'était un piège parce qu'il fallait importer les matières premières, il fallait importer la technologie, et ensuite, il fallait aussi importer les sources d'énergie pour faire marcher les usines. Au départ, ce n'était pas un problème parce qu'un pays comme la Tunisie, on avait un tout petit peu de production de pétrole. Mais dès que le pays se transforme petit à petit au niveau industriel, et au niveau de vie où il y avait beaucoup plus de consommation d'énergie, d'électricité, de transport, et surtout de transport privé avec les voitures, la Tunisie a rapidement passé d'un pays qui pouvait plus ou moins avoir du pétrole et de l'énergie qui était suffisant pour son activité économique, très rapidement vers un pays qui devait importer l'énergie jusqu'à ce jour, bien sûr. Donc, c'est la première défaillance économique pour les pays du Sud. C'est le type d'industrialisation qui faisait de sorte que si on accélère les exports, on accélère en même temps l'importation d'énergie, de capital, technologie et de matières premières et de savoir-faire, bien sûr. Donc, même si un pays comme la Tunisie a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Industrie, le ministère de Commerce, le ministère de je ne sais pas quoi, c'est vrai, on a le ministère, mais ce n'est pas un ministère qui propose et qui dirige une politique industrielle vraiment tunisienne pour servir l'économie tunisienne. En fait, on a découvert que la politique industrielle des pays du Sud, comme Ahmed Ben Salah avait dit, c'était dirigé de l'extérieur par le monde, le Nord global. Donc, c'est une longue introduction, mais c'était ces idées qui m'ont poussé au d'abord d'identifier les défaillances structurelles. Il y avait les défaillances industrielles, les défaillances au niveau des importations d'énergie, parce que c'était aussi un piège, et aussi au niveau de la perte de la souveraineté agricole, parce que dès que les agriculteurs tunisiens n'avaient plus de débouchés pour leurs produits en Europe, ils devaient quitter l'agriculture, importer des produits agricoles de l'Europe et devenir dépendants, comme pays dépendant des importations agricoles. Et ensuite, ces agriculteurs ont quitté l'agriculture et se sont relocalisés dans l'économie tunisienne, dans les industries d'assemblage, dans les industries qui faisaient partie de ce piège que je viens de décrire. Donc, une fois un pays se transforme de cette façon-là, on a 3 défaillances structurelles, ce qui crée un déficit commercial au niveau des importations de l'énergie, au niveau alimentaire et au niveau industriel. Donc, le déficit commercial, comme vous savez, l'impact immédiat, ça crée une pression à la baisse pour la valeur du dinar tunisien par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc,
une monnaie, une devise qui devient faible par rapport aux devises européennes, ça veut dire que le lendemain, si la Tunisie voulait importer des médicaments, du pétrole, du blé, n'importe quoi, avec une monnaie, avec une devise faible par rapport à l'euro, par rapport au dollar, tous les produits importés le lendemain seront trop chers, plus chers. Donc, on importe l'inflation avec ces produits de nécessité, des produits de base. Alors maintenant, le gouvernement tunisien ou n'importe quel gouvernement dans les pays du Sud fait face à un risque politique, social, économique, parce que l'inflation qu'on s'est importée avec ce mécanisme que je viens de décrire, crée la possibilité d'instabilité sociale, parce que la population ne peut pas acheter du pain, ne peut pas acheter les produits de transport, les médicaments et tout ça. Donc, le gouvernement a deux choix. Ne faire rien et faire face à une révolte populaire, ou bien faire deux choses. Premièrement, créer des subventions sociales pour subventionner le pain, pour subventionner les produits de nécessité, les médicaments, le transport public et tout ça. Donc, ça devient une charge de l'État et c'est une charge structurelle qui ne va pas disparaître l'année prochaine parce qu'on a des structures défaillantes systématiquement. Donc, ce sont des charges qui vont s'accélérer au fur et à mesure. Deuxièmement, l'État doit artificiellement stabiliser le taux de change du dinar par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Alors, comment faire stabiliser le taux de change? Il faut que la Banque centrale ou bien le ministère de Finances emprunte de l'extérieur en devises, en dollars, en euros, en yen japonais, on emprunte du Japon aussi en Tunisie. Donc, ça devient une dette extérieure. Et il faut comprendre, c'est un point vraiment très important dans l'approche MMT. La dette de l'État qui est libellée en dinars tunisiens, c'est la dette publique interne. Et on peut contrôler la dette publique interne. Un État souverain peut toujours contrôler sa dette publique. Mais la dette externe, en dollars, en devises externes, ça devient la source de manque de souveraineté de l'État parce que ces devises, ces dettes externes, l'État tunisien doit les payer dans le futur en devises que l'État tunisien ne peut pas créer. Donc, ça devient une priorité nationale pour l'État tunisien ou n'importe quel pays du Sud de organiser l'économie tunisienne de telle façon qu'on peut générer des revenus en euros, en dollars, pour payer la dette, premièrement, et pour payer pour les importations alimentaires, les importations des produits médicaux, des importations de technologies, des importations d'énergie pour faire fonctionner l'économie. Donc maintenant, on a un vrai piège structurel qui dirige la vision de l'État tunisien dans cet exemple de faire priorité aux activités économiques qui peuvent en fait générer les revenus en devises. Par exemple, et c'est ici vraiment qu'on voit un pays qui de façon systématique, commence à perdre sa souveraineté économique au fur et à mesure. Par exemple, au niveau agricole, et c'est vraiment une crise que la Tunisie est en train de vivre maintenant au niveau alimentaire, surtout avec la crise en Russie et l'Ukraine. Par exemple, l'État tunisien, le ministère de l'Agriculture, va donner priorité
pour l'utilisation des terres les plus fertiles, des ressources d'irrigation les plus rares en Tunisie pour produire les fraises, par exemple. Pourquoi les fraises? Parce que ce n'est pas nécessaire pour la sécurité alimentaire de la Tunisie. Ce qui est nécessaire pour la sécurité alimentaire en Tunisie, c'est le blé, par exemple. Alors qu'on importe le blé de l'Ukraine, de la Russie, et maintenant, on a vraiment un problème réel avec la crise en Ukraine. En plus de la crise économique et politique et sociale qu'on a en Tunisie, il y a encore ce problème. Donc, la priorité pour produire les fraises, parce que c'est un produit d'export. Pourquoi l'export? Parce qu'on a besoin de devises pour payer la dette externe de l'État. Donc, l'approche MMT nous propose de, premièrement, identifier ces pièges que je viens d'écrire, ces défaillances structurelles qui ont mis en place un système de politique économique qui fait en sorte que ces pièges deviennent de plus en plus difficiles d'échapper. Parce qu'on a toujours cette motivation d'accélérer les exports de fraises encore plus, d'accélérer les exports industriels. Quel type d'export industriel? En Tunisie, on se spécialise, par exemple, dans la production de câbles pour les voitures européennes. Quand on observe une zone industrielle, on voit des machines, on voit de la production, on voit des camions qui vont et viennent, il y a des exports. On se dit, bon, voilà, il y a de l'industrialisation en Tunisie. Mais quand on regarde vraiment de façon précise qu'est-ce qu'elle est cette valeur ajoutée que l'industrie tunisienne vient de produire par rapport, c'est très faible, par rapport à la valeur ajoutée des produits qu'on vient d'importer. On réalise que c'est vraiment un piège. Mais on ne peut pas dire on va arrêter ce type d'industrialisation complètement parce que ça ne vaut pas le coup. Mais ce n'est pas politiquement faisable, ce n'est pas économiquement faisable aussi au court terme, parce que cette usine, ça emploie 500 travailleurs, ça supporte 500 familles, donc c'est positif à ce niveau-là, mais au niveau structurel pour le pays, c'est un piège économique du point de vue de la valeur ajoutée, du point de vue que les travailleurs tunisiens dans cette usine sont en fait subventionnés par l'État, parce que l'État subventionne non seulement une part de leur pension, de retirement, mais l'État subventionne l'énergie pour l'usine, l'État subventionne l'énergie pour les travailleurs eux-mêmes quand ils partent chez eux, subventionne le transport pour les travailleurs, et de façon indirecte, subventionnent leurs salaires parce que leurs salaires sont très bas pour acheter le pain et la nourriture et les médicaments. Donc, même si on a une stratégie d'export, c'est une stratégie qui est vraiment subventionnée et c'est une stratégie qui fait partie d'un modèle de piégeage des pays en voie de développement. Donc, les MMT, la première partie, c'est l'identification de ces problèmes. La deuxième partie, et on peut passer une trentaine de minutes, c'est comment échapper de ce système et comment le faire avec le minimum de financement extérieur, parce que le financement extérieur, ça fait partie du problème. Comment le faire sans créer une situation d'inflation, hyperinflation insoutenable, et comment le faire sans nécessairement avoir accès aux technologies
qui peuvent vraiment transformer l'économie tunisienne et l'économie du Sud global. Pour moi, ce sont les questions qui étaient impossibles de voir ou de mettre sur la table avant d'avoir fait le diagnostic des structures que je viens de décrire. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai pas vraiment inventé rien du tout ici. Ces économistes dont je parle, aux années 70 et aux années 60, ont vraiment fait leur travail. Ils ont préparé au niveau de diagnostic, mais ce sont des économistes qui faisaient partie d'une période de transformation géopolitique et économique qui a fait de sorte que leur vision a été complètement ignorée, minimisée par les pouvoirs économiques, surtout dans le nord global. Donc, je peux plus ou moins vous donner l'opportunité d'engager un peu avec ces idées. Mais pour moi, c'est ça my journey from Tunis to MMT. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, avant de passer à la partie débat avec Robert et Ivan, en fait, je voulais vous poser encore quelques questions pour bien préciser votre propos. Donc, je vais poser j'avais 3 questions, je vais poser les 3 d'un coup, comme ça, vous aurez l'occasion vraiment de bien préciser. Donc, tout d'abord, en fait, est-ce que ce serait possible de relister l'ensemble des conditions pour qu'un pays du Sud atteigne la prospérité? Parce qu'on commence à avoir beaucoup de conditions. Parce que déjà, là, la MMT dit qu'il faut avoir la souveraineté monétaire. Il faut avoir sa monnaie nationale. Il ne faut pas s'endetter en monnaie étrangère. Et déjà, pour un pays du Nord, on peut dire que ça fait beaucoup de conditions. Ouais. Alors là, vous ajoutez quand même, si je comprends bien, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, peut-être d'autres qui m'ont échappé, donc on va les lister. En plus de ça, on a dit qu'on a un système financier international où tout est pensé pour perpétuer la domination du Nord sur le Sud. Donc, on a des exemples. Dès qu'un pays essaye de sortir de ce système, par exemple, Thomas Sankara essaye de sortir de ce système, de ce piège, il est assassiné. Donc, il y a aussi des dominations politiques qui font que c'est difficile de sortir de ce système. Et donc, est-ce que déjà on peut rester optimiste? Est-ce qu'avec toutes ces contraintes, on peut rester optimiste? Et quelles sont toutes les étapes à suivre pour qu'un pays du Sud atteigne la prospérité? Et notamment, c'est la question suivante, c'est puisque vous avez pris l'exemple de la Tunisie, donc est-ce que, par exemple, dès demain, supposons par exemple que vous soyez ministre de l'économie en Tunisie, voilà, demain vous êtes ministre de l'économie en Tunisie, est-ce que demain on peut financer le plein emploi en Tunisie avec l'émission de dinars? Ou est-ce qu'il faut que certaines conditions soient réalisées avant? Est-ce qu'il faut d'abord avoir réalisé condition 1, condition 2, condition 3 pour pouvoir faire le plein emploi? Ou bien est-ce qu'on peut faire le plein emploi tout de suite? Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles on peut répondre? Alors, j'imagine que ça ne va pas être noir ou blanc, mais est-ce que globalement, on peut avoir l'idée de l'ordre dans lequel on va faire les différentes choses? Est-ce qu'on peut faire le plein emploi tout en maintenant, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, toutes les subventions, à l'huile d'olive, ce qu'on appelle en Tunisie les caisses de compensation, et le FMI dit depuis des décennies, il faut que vous supprimiez ça. Est-ce qu'on peut les maintenir tout en finançant le plein emploi? Et ensuite, est-ce que ça serait possible? Parce que là, l'exemple de la Tunisie, c'est quand même un pays qui a une monnaie et dont certaines fondations, même si c'est un pays très imparfait, on a vu que certaines fondations ont quand même été bien posées relativement à d'autres pays. On a des pays qui sont, par exemple, dans le franc CFA. Eux n'ont même pas de monnaie. Du jour au lendemain, la France peut leur couper l'accès à la liquidité. On a un pays comme l'Équateur qui a fait le choix funeste de rejoindre le dollar, la zone dollar. Et on sait que Rafael Correa, président socialiste, très critique de la dollarisation, qui s'était opposé à la dollarisation, le jour où il devient président, il dit « mais en fait, c'est trop difficile pour moi de quitter le dollar ». Et est-ce que là, la MMT peut apporter quelque chose? Est-ce que la MMT peut apporter à ces pays-là qui sont englués dans des unions monétaires, comme elle le fait, comme elle l'a déjà fait pour des pays du Nord, est-ce que la MMT peut apporter des plans pour permettre à ces pays de dire si vous pouvez créer votre propre monnaie, vous pouvez prendre votre monnaie, l'imposer comme règlement pour les obligations fiscales et sortir du dollar, sortir du franc CFA et sortir de tous ces pièges. Et donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et si oui, c'est la dernière question et après, je vous laisserai
répondre à tout ça. C'est la question de est-ce que la monnaie doit ou pas flotter librement? Donc, on sait que c'est une question sur laquelle vous êtes beaucoup exprimé, qui fait parfois justement débat, qui fait polémique, mais c'est aussi l'idée aujourd'hui, c'est de faire le débat. Est-ce qu'un pays du Sud peut se permettre du jour au lendemain de laisser flotter librement sa monnaie? Ou est-ce qu'à l'inverse, on pourra dire il pourra laisser flotter librement sa monnaie le jour où il aura justement acquis un certain niveau de souveraineté monétaire selon les différents paliers que vous allez justement nous rappeler? Ce sont les questions les plus importantes qu'on va débattre ici. Alors, la question de souveraineté monétaire. Dans la pensée MMT, on parle d'un spectre. Sur ce spectre, il y a des pays qui ont un degré de souveraineté monétaire très faible, ou dans quelques cas, il n'y a même pas de souveraineté monétaire. C'est l'Équateur, c'est le franc CFA. À un certain niveau, on peut même dire que la zone euro, il y a des pays dans la zone euro comme la Grèce qui ont un degré de souveraineté monétaire très, très faible. À comparer avec les pays comme le Japon, comme les États-Unis, qui ont un degré de souveraineté monétaire très, très haut. Et d'autres pays qui sont plus ou moins au centre. Qu'est-ce qui détermine le degré de souveraineté monétaire pour un pays? C'est pas une question de... c'est pas la même chose de souveraineté nationale, parce que tout le monde pense souveraineté nationale, on peut faire un drapeau et déclarer indépendance et on a souveraineté. Mais au niveau économique, au niveau monétaire, il y a 4 conditions, paramètres qu'on doit gérer. La première chose, c'est très facile, c'est de créer une monnaie nationale. Bon, la Tunisie, on a le dinar tunisien, c'est fait. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose, c'est un système fiscal où l'État n'accepte que la monnaie nationale pour les paiements de taxes et de frais fiscaux pour l'État. Bon, c'est fait pour la Tunisie, c'est vrai pour la majorité des pays. Mais la troisième et la quatrième condition, ces paramètres, ça devient là où les pays du Sud, notamment, vont avoir des difficultés. La troisième condition ici, c'est faire en sorte que l'État n'émet que des obligations libellées dans la même monnaie nationale, c'est-à-dire les bons de trésor que l'État tunisien va émettre. Est-ce que ce sont des bons de trésor libellés en dinars tunisiens ou bien en dollars ou en euros? Une fois un pays commence à émettre des obligations libellées en devises externes, on est maintenant dans un cas où cet État commence à perdre un certain degré de sa souveraineté monétaire et économique. Le quatrième point, qui est directement lié au troisième, c'est la question du taux de change. Un pays qui se trouve dans une situation où l'État doit vraiment gérer, voire même fixer le taux de change avec le dollar ou avec l'euro, c'est un pays qui vient de perdre, encore une fois, un certain degré de souveraineté monétaire et souveraineté économique. Je reviens donc à l'exemple de la Tunisie que je viens de citer il y a quelques minutes. Si on a une balance commerciale déficitaire qui fait de sorte que le dinar vient de perdre sa valeur par rapport au dollar, et si on trouve que le lendemain, les importations de blé et de médicaments vont être trop chères pour le consommateur tunisien, qu'est-ce qu'on fait? La Banque centrale ou le ministère de Finances va émettre de bons de trésor libellés en dollars pour utiliser la devise étrangère
le dollar, l'euro, le British Pound, pour faire de sorte que la valeur du taux de change du dinar tunisien, donc il y a une intervention par la Banque centrale pour retenir artificiellement la valeur du dinar par rapport au dollar. Donc, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? La Banque centrale tunisienne va intervenir dans les marchés des devises artificiellement pour devenir en fait l'acheteur du dernier ressort du dinar tunisien sur ce marché. Et quand on intervient dans le marché des devises, on ne peut pas acheter un dinar tunisien avec un dinar tunisien. Tu peux acheter un dinar tunisien avec une devise étrangère, le dollar, l'euro, etc. Donc, c'est ça la raison c'est cette situation qui force la Banque centrale tunisienne, l'État tunisien, à intervenir avec des devises empruntées de l'extérieur pour stabiliser le taux de change et pour emprunter, bien sûr, en devises, pour faire de sorte que l'inflation importée soit plus ou moins soutenable au court terme au moins. Donc, ce sont là les 4 conditions qu'on doit vraiment comprendre pour comprendre l'emplacement d'un certain pays sur ce spectre de souveraineté monétaire. Donc, les pays qui peuvent gérer leur économie réelle, au niveau de production, de telle façon où l'État ne se trouve pas obligé d'emprunter en devises externes. L'État ne se trouve pas dans une situation d'intervenir artificiellement pour stabiliser le taux de change. Ces États-là, ce sont des États comme les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, des pays qui ont un degré de souveraineté monétaire très haut. Alors que les États comme la Tunisie, qui se trouvent dans ce piège structurel de déficience de production économique, ils vont perdre le degré de souveraineté monétaire. Pour moi, la question, c'est comment échapper les pièges au niveau structurel que je viens de décrire, afin que la Banque centrale tunisienne ne se trouve pas dans la situation où elle doit emprunter en devises pour stabiliser le taux de change, pour protéger les consommateurs tunisiens de l'inflation importée. Et si on peut adresser si on peut résoudre ce problème, on peut ensuite voir qu'il est vraiment possible pour un pays de se déplacer sur ce spectre graduellement d'un côté de l'autre, éviter les pièges structurels. Donc, comment financer cette transformation économique? Donc, c'est là qu'on revient au diagnostic que je viens de décrire et comment le financer avec un minimum de financement externe qui pourra vous mettre encore une fois dans ce piège. Je vous donne un exemple. Les 2 pièges que je viens de décrire au niveau alimentaire et au niveau énergétique. Commençons au niveau alimentaire. Je vous donne 2 scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario que le FMI, que la Banque mondiale, que les économistes néoclassiques nous donnent tout le temps. Ils disent quoi? Ils disent, si la Tunisie, l'État tunisien voulait augmenter ses dépenses sur l'enseignement, sur l'infrastructure, sur n'importe quoi, dans des domaines qui sont vraiment importants pour le développement de la Tunisie. Qu'est-ce qu'on va observer? Disons, par exemple, on va augmenter les dépenses de l'État par 2 milliards de dinars, par exemple. L'impact de ces dépenses vont immédiatement augmenter les importations d'énergie et l'augmentation de l'importation de blé, de nourriture, etc.
et de technologies, de iPhone, de laptops, etc. Donc, immédiatement, on va observer qu'il y aura de la pression sur le taux de change tunisien, du dinar tunisien. Donc, il y aura une situation où l'importation tunisienne deviendra plus chère. Donc, on va importer l'inflation. Donc, l'État doit subventionner la consommation ou bien l'État doit emprunter encore une fois en devise pour financer ce déficit commercial, pour stabiliser le taux de change. Donc, il y aura plus de dette publique, il y aura un risque de comment ça s'appelle, credit rating agencies, the credit rating, Moody's and Fitch, les agences de notation? Les agences de notation, voilà. Les agences de notation financière comme Moody's, S&P et Fitch, ils vont noter la dette tunisienne vers le bas, comme on dit. La dégrader. Dégrader la notation de la dette publique tunisienne. Donc, ça va créer une crise financière pour la Tunisie. Il y aura une intervention, encore une fois, du FMI et des bailleurs de fonds étrangers pour faire de sorte que l'État tunisien impose de la politique d'austérité et on revient au point de départ. Il n'y a pas de dépenses publiques sur l'infrastructure, sur la santé, etc. Et on crée plus de chômage, plus d'isolation socio-économique, plus de problèmes au niveau social, etc. Donc, c'est ça la rhétorique et le modèle de vision mainstream. Alors que l'approche MMT, je vais utiliser encore une fois le même exemple pour démontrer qu'on peut graduellement, petit à petit, échapper de ces pièges. Alors, comment faire? On va dépenser 2 milliards de dinars en dinars tunisiens sur des projets en Tunisie. Mais maintenant, on doit être plus précis de façon qu'on dépense dans les secteurs où il y a vraiment de la pression d'inflation, des sources d'inflation. Alors, la source d'inflation en Tunisie, c'est importer. C'est l'importation de blé, l'importation énergétique. Alors, comment faire? On va dépenser 2 milliards de dinars pour augmenter la capacité de production de blé en Tunisie et augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable en Tunisie. Donc, chaque dinar qu'on dépense stratégiquement pour augmenter la capacité productive, c'est l'équivalent d'importation de blé de l'Ukraine qu'on n'en a plus besoin, d'importation énergétique de l'Algérie ou de l'Arabie saoudite qu'on n'en a plus besoin. Donc, à long terme, on construit la capacité, on produit la capacité de production dans les secteurs les plus stratégiques, les secteurs qui déterminent en fait la source d'inflation. Alors, dans le premier cas, le cas néolibéral, le cas néoclassique, les dépenses publiques augmentent l'inflation. Alors que dans le cas MMT, les dépenses publiques visent vers les sources d'inflation, donc stabilisent l'inflation. Alors, je continue l'analyse ici. On dépense 2 milliards de dinars dans ces secteurs pour augmenter la capacité de production, mais il est aussi important d'utiliser le pouvoir fiscal de l'État pour taxer la corruption, pour réguler les sources d'abus de pouvoir de marché. Et c'est souvent l'abus de pouvoir de marché et la corruption sont bien liés, surtout au niveau de l'importation. Parce que si je suis un intermédiaire commercial et mon business, c'est d'importer le blé pour l'économie tunisienne, d'importer n'importe quoi pour l'économie tunisienne. Donc, j'ai pas intérêt à voir que l'économie tunisienne
va tout d'un coup produire les mêmes produits qui font de sorte que je puisse collecter de la rente. Donc, on parle ici de l'économie de rente. Donc, le projet MMT, c'est pas seulement d'investir dans la capacité de production, mais aussi utiliser les pouvoirs de l'État pour attaquer la corruption, attaquer l'économie de rente. Et ça ne se fait pas avec l'austérité, ça se fait avec une stratégie très claire pour faire de sorte que l'économie tunisienne puisse être plus compétitive, alors qu'avec l'économie de rente, il n'y a pas de compétition. Il y a des monopoles soit de l'État, soit de la bourgeoisie. Donc, on a dépensé 2 milliards de dinars et on a changé la structure du marché avec des politiques anti-corruption, anti-économie de rente. Donc, la deuxième étape de l'analyse, on remarque qu'il y a plus d'emplois en Tunisie, il y a moins, la balance commerciale et tout d'un coup va vers la baisse. Donc, la valeur du dinar tunisien, le taux de change, s'améliore. Et même la source de la dette externe vient d'être attaquée à la source. Donc, avec une balance commerciale favorable, avec un taux de change plus stable, il n'y a pas raison pour la Banque centrale d'emprunter en devise. Il n'y a pas raison pour l'État tunisien de subventionner les produits importés. Donc, graduellement, petit à petit, on commence à transformer la structure tunisienne, de l'économie tunisienne. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, bien sûr, mais on doit commencer à bâtir et construire une économie qui devienne de plus en plus résiliente, parce qu'on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne sans agriculture, sans nourriture, sans énergie. Pour moi, c'est la fondation. Donc, il faut attaquer le problème à la source. Et si on succède à faire de sorte que ces dépenses de 2 milliards de dinars ont vraiment attaqué la source d'inflation, attaqué la source d'instabilité du taux de change tunisien, attaqué la source de la dette externe, on réalise que peut-être c'est la limite des dépenses de l'État. Peut-être ce n'était pas 2 milliards. Peut-être qu'on pourrait faire 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Le niveau de dépenses ne dépend pas de sources de revenus ou de déficit de l'État en monnaie tunisienne. Ce qui va déterminer la capacité de l'État tunisien d'augmenter ses dépenses publiques, c'est ce qu'on appelle la disponibilité des ressources réelles. Est-ce qu'on a les ingénieurs tunisiens qui peuvent installer les technologies d'énergie renouvelable? Si on n'a pas les technologies, si on n'a pas les capacités productives, si on n'a pas les ressources réelles pour produire le blé, pour irriguer les terrains agricoles, donc c'est ça la limite. Est-ce qu'on a la capacité fiscale de vraiment attaquer à la source les cartels de l'économie de rente en Tunisie? C'est ça la limite réelle des dépenses publiques. Donc, c'est pas la monnaie mon collègue Scott Fullwiler, un économiste MMT, il dit souvent que MMT nous dit que la monnaie, c'est la chose la moins importante dans l'équation économique. C'est pas la monnaie qui compte ici parce que l'État a le monopole sur la création de monnaie. C'est vraiment le secteur réel. C'est pourquoi que ça devient une question de ressources réelles, de disponibilité de ressources humaines et de vision économique et politique qui favorise
attaquer les problèmes à la source. Je vais finir avec une petite remarque ici, parce que le problème de l'inflation, comme vous voyez, c'est vraiment au centre de l'analyse MMT, le risque d'inflation. Alors que dans l'approche néoclassique, l'approche qui domine en Europe, en Tunisie, partout, quand on parle d'inflation, ils nous disent que l'inflation, c'est le domaine de la Banque centrale. La Banque centrale peut contrôler l'inflation. Alors, je viens de vous décrire l'économie tunisienne et il est très clair que les sources d'inflation, c'est le secteur alimentaire, l'importation de blé, par exemple, c'est le secteur énergétique. Alors, la question devient, s'il y a de l'inflation, comme aujourd'hui, par exemple, il y a de l'inflation parce qu'il y a le problème de Covid au niveau de production mondiale. Il y a la crise en Ukraine qui va bien sûr augmenter les prix de blé, les prix de l'énergie. Donc, la source d'inflation en Tunisie, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est l'OPEC. C'est pas dans le domaine, est-ce qu'on peut dire en français jurisdiction? Jurisdiction. Comment dire en français? Jurisdiction. Yeah. Juridiction. Je sais pas. Jurisdiction. Pardon? Ce n'est pas juridiction. C'est pas le domaine de décision. Le domaine de décision, oui. Voilà. Donc, la source d'inflation, ça réside en dehors du domaine d'opération de la Banque centrale. Ah oui, c'est un facteur externe. Donc, si la Banque centrale tunisienne va utiliser la théorie classique des banques centrales, la Banque centrale tunisienne va augmenter le taux d'intérêt dans l'économie tunisienne. La question, est-ce que l'Ukraine va changer les prix de blé parce que la Banque centrale tunisienne a augmenté le taux d'intérêt? Est-ce que les prix de pétrole au niveau global, au niveau de l'OPEC vont changer parce que la Banque centrale tunisienne vient d'augmenter le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale? Bien sûr que non. Donc, la théorie dominante par rapport à l'inflation est non seulement fausse, mais dangereuse, parce que les conséquences de ne pas s'attaquer à la source d'inflation veut dire que le problème structurel va persister. Et en plus, augmenter le taux d'intérêt veut dire que vous augmentez le coût de production pour les producteurs tunisiens. Ce qui veut dire, c'est même si on a des investisseurs tunisiens qui veulent investir dans l'agriculture ou dans les énergies renouvelables, la Banque centrale va en fait perturber leurs plans, voire même les annuler avec des coûts de crédit qui deviendra plus élevé. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'approche MMT, on a décrit ça comme des lunettes ou comme un projecteur qui nous permet d'identifier les sources de problèmes au niveau structurel et de voir les possibilités de transformation. Mais chaque possibilité de transformation, pour moi, doit être dans le contexte. Comment le faire sans accélérer le risque d'inflation, sans accélérer le risque de dette externe et par conséquent, sans accélérer le risque d'instabilité au taux de change. Donc, pour répondre à ton question, Ramzi, tout à l'heure, la question de est-ce qu'on peut, dans un pays comme la Tunisie, un pays du Sud global, changer le taux de change de taux de change fixe au taux de change variable, au flottant.
Pour moi, c'est pas une question de déclaration de politique économique nouvelle. C'est pour ça que Rafael Correa et d'autres politiciens de gauche se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas le faire parce que c'est pas une question de décret présidentiel. C'est une question de travail structurel à moyen et long terme pour créer les conditions qui vont vous permettre de bouger sur ce spectre de souveraineté monétaire, de la position où l'Équateur se trouve aujourd'hui, sans souveraineté monétaire, se déplacer graduellement au niveau central et au niveau de plus un degré de souveraineté monétaire qui vous permettent à ce point de laisser aller au taux de change fixe. Le taux de change fixe, c'est pas éliminer sans faire le travail réel pour créer les conditions de résilience de l'économie. Et pour moi, le travail de résilience, ça commence avec la balance commerciale, les sources de déficit, et pour la majorité des pays en voie de développement, les sources de déficit commercial qui créent ces conditions de piégeage, c'est le secteur alimentaire, le secteur énergétique et le type d'industrialisation dans les pays du Sud que je viens de décrire. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai pas touché à la question industrielle au niveau des solutions, mais on peut. On aura encore le temps. Peut-être on va passer à Robert, peut-être. Allez-y. Qui proposait un commentaire par rapport à ton article sur atteindre la prospérité et la souveraineté dans les pays du Sud. Donc, est-ce que le Wakanda est à portée de main? Et donc, par Robert, on te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Christophe et Ramzi pour l'organisation de cette troisième émission. Merci Fadel de votre présence à cet échange. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, celui de la souveraineté monétaire au service des peuples du Sud, rejoint, je dirais d'une manière naturelle et logique, celui de MMT face à l'économie internationale, sujet sur lequel, au sein de MMT France, nous sommes concentrés depuis plusieurs semaines. Donc ce débat arrive à point nommé. L'économie internationale est considérée par beaucoup comme le point faible, le talon d'Achille de MMT. Nous avons donc à cœur de montrer qu'il n'en est rien et que tout État monopoliste de sa devise en tout change flottant, quelle que soit son importance, parce qu'il n'est pas limité nominalement dans sa dépense, peut faire un déficit suffisant pour s'orienter vers le plein emploi, et ceci, quel que soit son niveau de dépendance économique. Alors, nous avons préparé cette discussion, ces commentaires, pour être précis en lisant votre article « La voie de l'Afrique vers la résilience et la souveraineté, le vrai Wakanda est à portée de main », paru sur le site Tax Justice Network, et en visionnant 2 vidéos récentes que vous avez réalisées avec Real Progressive. Et il ressort de ces lectures que si d'une part, nous vous félicitons pour l'intensité de votre action en faveur des pays du Sud, et si d'autre part, nous sommes en phase avec une grande partie de votre raisonnement, il n'en demeure pas moins que certains points méritent débat. Alors, une remarque préalable qu'il me semble important de faire, au cours de notre discussion, le concept de déficit commercial sera souvent évoqué, et je voudrais rappeler que dans la vision MMT, un déficit commercial n'est pas une mauvaise chose en soi, dans la même mesure où le déficit budgétaire n'est pas non plus une mauvaise chose. Le déficit budgétaire est de l'épargne financière pour le secteur privé, et le déficit commercial correspond à des biens et à des services au profit du secteur privé. Alors, je développerai en fait 9 points. Le premier sera sur le fait que toute devise a un prix et peut donc s'échanger contre une autre devise. Alors, donc, c'est un rappel de l'analyse MMT, précisément à savoir quelle est la source de la valeur de la devise. Pour MMT, pour que la devise ait de la valeur, il faut qu'il y ait des marchandises vendues dans cette devise.
La taxation permet d'assurer qu'il y a des marchandises et du travail vendus dans cette devise, et les prix payés par l'État définissent la mesure des termes de l'échange, l'unité de la valeur de la devise, donc la quantité de biens que la devise achète. Et comme le travail est une chose qui a également une valeur commensurable à l'étranger, lorsqu'une devise achète du travail, elle est commensurable dans n'importe quelle autre devise. Donc la démonstration est ainsi faite que toute devise a un taux d'échange, un prix, et donc peut s'échanger avec n'importe quelle autre devise. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est le fait qu'un déficit commercial n'entraîne pas obligation de s'endetter en devises étrangères. MMT soutient que sous le régime de taux de change flottant, le fait qu'une balance commerciale soit en déficit ou en excédent ne conduit pas à la nécessité d'une compensation de rapport de dette ou de créances entre pays, ne conduit donc pas à l'obligation de s'endetter en devises étrangères. En effet, une balance commerciale en déficit signifie simplement que des étrangers épargnent davantage de devises domestiques que les résidents n'épargnent de devises étrangères. Mais cela ne signifie pas qu'il reste des paiements à effectuer. Cela signifie simplement qu'il y a eu plus de paiements effectués vers les étrangers que de paiements effectués par les étrangers envers les résidents. Les paiements ont déjà été faits, donc il n'y a rien à compenser. La balance commerciale n'enregistre donc pas de rapport de débit-crédit. Par contre, cette obligation existe sous le régime de taux de change fixe. Sous ce régime, si le rapport entre le niveau des prix devient incohérent avec le taux de change, cela entraîne une pression continue pour qu'un pays achète les biens dans l'autre pays plutôt que domestiquement, et vice-versa. Alors, pour maintenir le taux de change fixe, un des deux pays est obligé de vendre la devise étrangère au taux de change fixe pour la devise domestique. Il s'agit d'éviter que sur les marchés, il y ait des personnes qui veulent vendre de la devise étrangère contre de la devise domestique au prix fixé, mais qui ne trouvent personne de disponible à l'acheter. Cette intervention de l'État a donc pour objectif de maintenir le taux de change au niveau fixé. Alors, si on prend un exemple, supposons que le taux de change entre deux pays soit de 1, donc de 1 à 1, et que le niveau des prix d'un des deux pays est le double de l'autre. Les résidents du pays où le niveau des prix est le plus élevé seront fortement incités à vendre leur propre devise et à acheter les marchandises dans l'autre pays. Le taux de change fixe crée donc la base du déficit commercial. L'État se trouve alors obligé de fournir à toutes ces personnes la possibilité de changer leur devise au taux de change fixé. Mais cette obligation de s'endetter en devise étrangère n'existe pas en change flottant. En fait, en taux de change flottant, comme nous l'avons déjà dit, le déficit commercial est la conséquence du fait que des étrangers épargnent davantage de devises domestiques que les résidents n'épargnent de devises étrangères. Cela signifie que même en présence d'une dépendance alimentaire et énergétique, pour qu'il y ait déficit commercial, il y a cette nécessité d'un désir d'épargne des étrangers en devises domestiques supérieur au désir d'épargne des résidents en devises étrangères. Pardon. En effet, si les étrangers n'épargnent pas la devise domestique, ils vont l'utiliser pour acheter des biens à l'autre pays. Pour terminer sur ce point, on peut dire que le franc CFA, les pays qui sont en franc CFA, il y a nécessité d'avoir de la dette en devises étrangères. On peut dire également que le FMI incite à s'endetter en devises étrangères. Et pourtant, en ce qui concerne les pays en change flottant, c'est sans fondement économique. C'est aussi la pensée mainstream. Et le fait que les pays le fassent ne signifie en aucune façon qu'ils sont obligés de le faire du point de vue économique. En fait, c'est toujours un choix politique. Troisième point, la capacité d'un État à dépenser n'est pas liée à la possibilité de s'endetter en devises étrangères. Cette capacité est liée au fait qu'en change flottant, il peut toujours faire déficit. En change flottant, la capacité nominale pour un État de dépenser dans sa propre devise n'est en aucune façon dépendante de l'accumulation d'une dette en devises étrangères. Pour MMT,
Un État en change flottant n'a pas à se soucier des fonds venant de l'extérieur. Ce point, qui se situe au cœur de la ligne de raisonnement MMT, est très important. Il s'agit de ne pas confondre un choix politique et une dynamique économique. En effet, le fait que des États soient endettés en devises étrangères est toujours un choix politique, comme nous l'avons vu. N'importe quel pays peut vendre sa devise et acheter de la devise étrangère, puis acheter des biens et des services vendus dans une autre devise sans l'obligation de s'endetter en devise étrangère. Quatrième point, pour un État en change flottant, le plein emploi est toujours possible. Le fait qu'il y ait des asymétries au niveau industriel et qu'un pays ne soit pas capable de valoriser le travail de la même façon que les pays du Nord, donc le fait qu'il y ait une grosse différence entre le type d'importation et le type d'exportation, qu'il y ait donc une dépendance économique, tout cela n'empêche en aucune mesure l'État de rejoindre le plein emploi. Cela n'empêche en aucune façon le pays d'activer toute sa capacité productive. Pourquoi? Parce que l'offre de travail dans le pays est faite dans la devise du pays. Et donc ce pays peut toujours créer le plein emploi dans sa propre devise. Et s'il crée le plein emploi, il est en train d'utiliser son potentiel qui, même s'il est faible, est de toute façon aujourd'hui rarement totalement utilisé, car les pays du Sud connaissent rarement le plein emploi. Et ce que les pays du Sud devraient faire, c'est maintenir le plein emploi, mettre en place une garantie d'emploi, utiliser toutes leurs capacités productives et bien sûr agir dans le sens du développement de leur industrie. Cinquième point, la dépendance économique n'empêche pas la souveraineté monétaire. Lié au point précédent, un pays peut disposer de la souveraineté monétaire tout en étant dépendant économiquement. La souveraineté monétaire signifie que l'État ne connaît pas de limite nominale pour dépenser et donc il peut s'orienter vers le plein emploi. La souveraineté monétaire ne dépend pas de l'autonomie économique réelle, alimentaire et énergétique. Ne pas reconnaître ça, en fait, équivaut à considérer que l'État ne peut pas faire un déficit suffisant pour parvenir et maintenir le plein emploi. Sixième point, s'orienter vers un régime de taux de change fixe pour se protéger des chocs extérieurs n'est pas, de notre point de vue, un bon choix. La question qui se pose maintenant est celle de savoir si privilégier un régime de taux de change fixe protège davantage des chocs extérieurs. En réalité, lorsqu'un pays connaît une dépendance économique réelle, quel que soit le régime de taux de change, il en subit les conséquences. Mais il existe une différence importante. En change fixe, non seulement le pays subit le choc extérieur, mais également il ne dispose pas de la possibilité de maintenir le plein emploi. Par contre, en change flottant, au contraire, le pays peut mener une politique le faisant parvenir au plein emploi et le maintenir d'une manière pérenne. C'est là la vraie différence. Le taux de change fixe n'aide donc pas à davantage faire face au choc extérieur, et bien au contraire, il empêche l'État de mieux lutter contre la pauvreté absolue. Septième point, le régime de taux de change fixe crée de la dépendance économique. Lorsque le taux de change est fixé à un niveau incohérent par rapport au niveau des prix, situation dans laquelle finalement, grâce au taux de change fixe, les importations sont moins coûteuses, et bien cela en soi, cela crée de la dépendance économique. Par exemple, si un pays, grâce à un taux de change fixe, se retrouve à payer l'essence moins cher, il va alors développer une structure économique qui devient davantage dépendante de l'essence que ce qu'elle devrait être. En effet, le taux de change fixe est alors une incitation à acheter davantage d'essence. Donc, créer du chômage pour donner la possibilité à certains agents du secteur privé d'acheter davantage d'importations, davantage d'essence par exemple, c'est problématique. Le pays va se trouver devant un paradoxe dans lequel, cherchant à soutenir son taux de change, il affaiblit la demande interne et crée de l'austérité et du chômage. Donc, il augmente la pauvreté tout en créant de la dépendance économique. La solution est donc plutôt de rester en change flottant pour garantir le plein emploi, ce qui est bien plus efficace pour éliminer la pauvreté absolue. Ainsi, les pays de la périphérie seraient-ils obligés de mettre en place un régime de taux de change fixe ou contrôlé lorsqu'ils sont dépendants du point de vue alimentaire et industriel? Est-ce que cela les aiderait? Et la réponse est non.
Cela n'est pas du tout le cas. En effet, le régime de taux de change fixe crée une asymétrie en faveur des pays du Nord et rend nécessaire pour les pays du Sud de s'endetter dans la devise de ces pays du Nord, subissant ainsi leur influence et devenant dépendants d'eux. Aller dans le sens du régime de taux de change fixe, c'est donc en réalité encourager et justifier un discours d'hégémonie culturelle et politique, un discours de pression culturelle et politique des pays du centre sur ceux de la périphérie, qui inexorablement débouchent sur une contrainte réelle. Ceci dit, nous constatons l'existence du même problème au sein des pays du Nord qui font de l'austérité, alors que ceci ne va en aucune façon dans le sens de l'intérêt général et n'est donc en aucune façon justifié. Huitième point, passer d'un régime de taux de change fixe à un régime de taux de change flottant peut entraîner une augmentation des prix, mais le taux de change flottant permet le plein emploi. Alors certes, la transition d'un régime de taux de change fixe vers un régime de taux de change flottant risque de générer une augmentation des prix, notamment de l'énergie, avec en conséquence des risques de troubles sociaux importants. Ceci dit, il importe de prendre en considération le pouvoir d'achat de la population. Si les gens n'ont pas de travail, donc pas de revenus, n'importe quel prix est insupportable. Par contre, avec le plein emploi, les prix deviennent davantage supportables. Si on veut sortir d'une dépendance énergétique, il faut activer le travail, mettre les gens au travail. Un pays en taux de change flottant peut être efficace contre la pauvreté grâce au plein emploi. Un pays en taux de change fixe ne peut pas faire grand-chose. Il faut bien voir que le pouvoir d'achat n'est pas une variable exogène constante, il évolue dans le temps. Et ne pas prendre cette réalité en considération consiste à commettre une confusion, car le prix nominal ne correspond pas au pouvoir d'achat. En effet, le pouvoir d'achat est lié au niveau des revenus, lequel est lié au niveau du chômage. Certes, il ne s'agit pas de dire que le taux de change flottant résout tous les problèmes, mais il s'agit de dire que, suivi du déficit, puisqu'il permet de réaliser un déficit suffisant, il est très certainement le choix optimal en termes d'espace budgétaire des États. Dernier point, le 9e, le fait de s'orienter vers l'indépendance alimentaire présente un coût réel. Si un pays décide de s'orienter vers l'indépendance alimentaire, la question qui se pose est celle de savoir s'il n'y a pas un coût. En effet, à technologie constante, parvenu au plein emploi, un pays qui produit plus de quelque chose devra produire moins de quelque chose d'autre. S'il fait de gros efforts pour parvenir à la pleine indépendance alimentaire, cela aura des effets sur l'industrialisation. Il y aura des personnes qui devront sortir des entreprises industrielles qui ne sont pas liées à l'alimentation pour aller vers l'agriculture ou vers l'agroalimentaire. Donc, s'il est juste d'envisager davantage de transformation domestique des produits alimentaires, il faut bien avoir à l'esprit que la pleine dépendance sur un secteur donné présente des coûts réels au regard des autres secteurs. Et il faut également préciser que, s'agissant de l'agriculture, les produits agricoles sont en fait disponibles à l'importation depuis un nombre important de pays, donc sans rapport monopolistique, donc sans contrainte d'un monopole. Voilà quelques mots de conclusion. Pour terminer, je suis maintenant au terme de cet exposé et je terminerai en insistant sur le fait que pour changer un système, il faut changer la nature des rapports entre les acteurs, mettre ces acteurs dans des rapports différents. S'ils sont monopolistes de leur devise, en taux de change flottant, les pays du Sud, quel que soit le niveau de leur dépendance économique actuelle, n'ont en aucune façon besoin des financements extérieurs. Il faut bien être conscient que si l'on ne change pas les rapports entre les pays de la périphérie et les pays du Nord, et notamment si les pays de la périphérie continuent à compter sur les fonds qui viennent de l'extérieur, notamment pour financer leurs investissements, en fait, on ne résout rien. On ne fait que reconduire les mêmes problèmes. Et il me reste maintenant à espérer que les éléments que j'ai développés ici, qui seront ensuite repris et approfondis par Yvan, vous auront convaincu de l'efficacité et de la puissance de MMT à appuyer les pays du Sud dans les efforts qu'ils réalisent pour sortir de la situation de dépendance que la plupart d'entre eux subissent aujourd'hui, et ceci depuis longtemps, et donc pour se développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Robert. Donc, avant de laisser Fadel répondre et ensuite engager le débat avec Yvan, voilà,
là, on est vraiment au cœur de l'objectif de ce qu'on veut faire avec nos émissions, c'est ce qu'on avait fait précédemment, c'est vraiment affronter les débats de plein pied, y compris débats internes à la MMT sur comment on peut l'interpréter. Donc, ce qu'on entend dans vos exposés respectifs, c'est vraiment des similitudes immenses dans l'idée de dire que les États, et notamment les États-Unis actuellement, dans leur système à change fixe, dans leur système dépendant de l'étranger, ils sont coincés. C'est un piège. Et donc, ça, c'est vraiment ce que vous avez en commun. C'est assez frappant. Mais on a l'impression, finalement, quand on écoute Robert, tu dis, ben, pour sortir du piège, il faut trancher dans le vif et il faut tout de suite passer en taux de change flottant, puisqu'on a fait l'analyse que le taux de change fixe était ce piège mortel. Et donc, on passe en taux de change flottant, on passe au job garanti. Ça ne sera pas forcément la recette magique. Ça sera peut-être un peu rock'n'roll au début, mais on a posé les bases claires pour avancer. Et en revanche, Fadel, voilà, quand on t'écoutait, on avait l'impression que c'est compliqué, il faut peut-être aller pas à pas, mais on pouvait parfois avoir l'impression, et peut-être tu vas avoir l'occasion de l'éclaircir, que finalement le job garanti ou la prospérité était reporté, et était tellement reporté qu'on avait l'impression finalement qu'on allait avoir du mal à y arriver, et que plus on le reportait, plus on allait avoir du mal à y arriver, puisqu'il y a une sorte de cercle vicieux où plus on reste longtemps dans cet état actuel, et plus c'est difficile d'en sortir. Et donc là, vraiment, c'est l'occasion voilà, de poser tranquillement ces débats et de montrer les différentes interprétations possibles. Et donc, je te laisse la parole, Fadel, pour répondre. Oui, sinon, si Ramzi, je peux dire deux paroles pour synthétiser et ajouter deux choses, vraiment deux points. C'est possible comme ça c'est plus facile aussi pour Fadel peut-être d'organiser une réponse parce que quand même l'exposé était long. Moi, je crois qu'il y a des différences, comme tu l'as remarqué, au niveau de politique économique, c'est-à-dire d'application, mais en fait aussi au niveau de économie politique, c'est-à-dire de analyse. Et quelles sont les différences? La différence, c'est que, alors, moi, j'ai énormément de respect et j'ai utilisé moi-même les auteurs de World System Analysis and Dependency Theory dans ma dissertation, dans ma thèse. Mais il y a une chose qui est assez claire quand on les lit, c'est que ils ont une compréhension vraiment limitée de la devise à des cas de taux d'échange fixe. Voilà. Je veux dire, le mindset, c'est vraiment le taux d'échange fixe. L'idée de crise de balance commerciale dans ces auteurs, c'est lié et du taux d'échange au taux d'échange fixe. Et ils n'ont pas du tout l'idée de toutes les implications qu'il y a l'État monopoliste de la devise. Donc, en fait, quand on veut, on peut s'enrichir, et c'est très important de s'enrichir de cette littérature et cette expérience, mais il faut aussi voir les limites qu'il y a. Alors, en bref, qu'est-ce que ça veut dire que l'État est monopoliste de sa devise? Ça veut dire qu'il a le pouvoir de définir les termes d'échange. Et le taux d'échange, c'est une expression de ces termes d'échange. Voilà. Ça doit être. Donc, le taux d'échange n'est pas quelque chose d'arbitraire qui vient définir dans une façon autonome des marchés internationaux. Si on pense que le taux d'échange est quelque chose qui est défini dans une façon autonome par les marchés internationaux, alors, bien sûr, on est en train de mettre l'État et sa capacité de faire politique économique dans une position subordonnée aux marchés internationaux. Okay? Le point, c'est que, comme il a dit Robert, l'État comme monopoliste impose une taxation, ça crée une offre de travail. Le travail, et combien il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut fournir en travail ou en marchandises à l'État pour obtenir la prochaine unité de la devise, c'est l'État qui le décide, d'imperio. Et ça, c'est la base structurelle de la valeur, de la commensurabilité de la devise. Donc, voilà. Dans cet esprit, donc, la valeur de la devise, c'est pas qui est, comment dire, fonction du déficit ou du surplus commercial. Et ça c'est aussi important de comprendre ça. Il y a quelque chose a priori de ça. Donner une valeur de la devise, après, il n'y a rien qui nous assure qu'à l'étranger,
la devise la devise locale qui vient épargner est constante. Alors, tous les fois qu'il y a une augmentation de devises locales épargnées à l'étranger, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'étranger qui a gagné notre devise, donc qui a vendu des choses pour notre devise, et l'a pas utilisé pour acheter des choses dans notre devise encore. Ça pousse à avoir un déficit commercial. Je veux dire, le déficit commercial, ça veut dire qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a accepté notre devise de plus que après il a utilisé pour acheter des biens. Donc voilà, ça c'est important. Mais bon, sur l'analyse, moi je crois qu'il y a une chaîne logique dans la description de Fadel sur lequel c'est très problématique. C'est-à-dire qu'il voit la dépendance économique comme liée à un déficit commercial. Alors sur ça, dépendance économique et déficit commercial ne sont pas liés dans cette façon de causalité. C'est-à-dire on peut avoir une dépendance économique pure en ayant un surplus commercial. Hein? Et c'est pas que plus on est en dépendance économique et plus on a un déficit commercial. On peut voir le genre, je sais pas, Angola, c'est, je crois, un des pays les plus dépendants. Vous voyez, ça suit pas. Souvent, il est en surplus. Donc, dépendance économique et déficit commercial, ça va pas bien de le lier en cette façon-là. Et après, il y a une liaison entre déficit commercial et dépréciation de la devise. Ça aussi, pour les raisons que j'ai dit avant, ça marche pas avec cette chaîne de causalité, surtout dans le long terme. Parce que dans le bref terme, c'est vrai, mais il peut y avoir une corrélation que ce n'est pas une causalité. Aussi là, ça peut être que les deux phénomènes ont une même source. Okay? Comme aussi quand il y a une appréciation. Par exemple, si un État se met à faire de l'austérité, on va avoir l'État qui va avoir tendance à payer moins pour les mêmes choses. Okay? Donc, payer moins, les prix moins. Ça génère une appréciation, une tendance à l'appréciation de la devise. Et ça génère aussi une tendance au surplus commercial parce qu'il détruit la demande intérieure. Mais ce n'est pas le surplus qui a créé l'appréciation. Okay? C'est vraiment l'action du monopoliste qui a créé les deux choses. Ça, c'est un exemple sur l'austérité. Mais voilà. Et après, il y a une autre chaîne logique c'est vraiment problématique pour moi, c'est la chaîne entre dépréciation et pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait dépréciation, ça ne veut pas du tout dire que le pouvoir d'achat aussi des classes populaires diminue. Comme le contraire, ça ne veut pas dire s'il y a une appréciation, ça veut dire qu'il augmente. Je veux dire qu'il faut regarder au salaire qu'ils ont les ouvriers. Si on mène une politique de plein emploi, alors les gens ont des revenus et ils ont aussi un pouvoir, disons, syndical, un pouvoir contractuel. Et ils peuvent être rentrés dans un welfare state qui lui assure d'avoir un pouvoir d'achat, un accès aux biens beaucoup supérieur au cas où on est en déflation et on a, comment dire, du chômage. Donc, il y a aussi cette chose-là que c'est un peu... Donc, je vois trois chaînes qui sont un peu présentées comme si c'était rigide, comme si c'était des chaînes de causalité. Moi, je ne les vois pas du tout comme des chaînes de causalité. On peut avoir dépendance sans déficit, on peut avoir déficit sans du tout avoir dépréciation, et on peut avoir dépréciation sans avoir le pouvoir d'achat qui viennent s'y nommer. De l'autre côté, cette chaîne, en fait, devient vraie si on cherche de fixer le taux d'échange. Mais c'est ça, donc, moi, j'ai peur qu'il y ait cette interprétation où on a peur que, en fait, le niveau des prix et le taux d'échange soit déterminé par des rapports réels, économiques réels, quand en fait, structurellement, il y a des choses qui sont a priori de ça. Et pour cette peur, après, on crée nous, les contraintes en cherchant de fixer un taux d'échange fixe, qui c'est le vrai problème. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça neutralise le pouvoir de MMT. Ça porte MMT à ne pas pouvoir présenter
des plans de plein emploi, à pas pouvoir. Donc, comme souvent, dans l'hétérodoxie, on voit, c'est aussi dans les champs marxistes, dans les champs plus radicaux. Oui, oui, on a toutes des idées sur le monde super radical, mais finalement, au niveau de synthèse politique et de présentation de politique économique, on se décaféine, on se, comment dire, vraiment dilue. C'est comme on met plein de, voilà, bon, on déconcentre, on enlève l'essence, en fait, le pouvoir de changement de la politique économique. Et donc, finalement, moi, je ne vois pas les chaînes de causalité comme vous l'avez dit avant. Et donc, je ne crois pas du tout, mais du tout, qu'un pays comme la Tunisie soit obligé de s'endetter en devise étrangère. Mais après, non, vraiment. Parce que s'il y a de la force travail qui est vendue dans le dinar tunisien est commensurable. C'est pas un discours de expectative, c'est pas un discours de comment dire humeur, mood des marchés. Je veux dire, c'est le travail qui est vendu en dinar, et alors le dinar, c'est sur ça qui repose ça. Et puis, et pour finir, je vois un autre problème. Donc, quand même, une chose, c'est qu'il n'y a pas une différence entre, dans l'analyse, qu'est-ce que je sens, il me semble de comprendre de Kaboul, entre inflation due à un changement de valeur relative des biens, que c'est une chose, et inflation due, c'est-à-dire augmentation du niveau des prix, due à un changement de terme d'échange de la devise. C'est des choses un peu différentes. C'est-à-dire, par exemple, le choc qu'on a eu dans les années 70 en Europe, en Occident, pour l'augmentation du pétrole. Alors, comment est-ce qu'ils ont réagi, les pays, normalement? Ben, pour éviter d'augmenter les termes d'échange, le prix du pétrole, pour le limiter, ils ont cherché de limiter son importation. Mais comment ils ont fait ça? En créant de l'austérité. Donc, c'est un peu absurde, c'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas, on est dans une situation où il y a eu une sécheresse dans les champs de pêche, et pour éviter que la valeur relative des pêches augmente, on enlève les sous aux gens pour lui empêcher d'acheter les pêches et créer de la déflation. Oui, mais ça ne va pas dans l'intérêt des gens. Donc, s'il y a une cause réelle qui fait en sorte d'augmenter une valeur relative qui doit augmenter, on peut la laisser augmenter, comment dire. Peut-être laisser Fadel répondre, peut-être pas tout d'un coup. Ouais, non, oui, non, t'as absolument raison, t'as absolument raison. Et oui, et puis on peut faire des interventions, disons, sur les biens qui sont vraiment importants pour la population, et pas sur le taux d'échange. Parce que quand on fait une intervention sur le taux d'échange, après, on va intervenir sur le prix nominel des Ferrari, des yachts, des bateaux, des biens de luxe, comme des biens, de la nourriture, pas seulement sur les biens vraiment fondamentaux. Voilà, ça c'est pour faire un récap, et merci de votre patience, Fadel, et je vous laisse répondre. Merci beaucoup, Ivan, et merci beaucoup, Robert, pour votre analyse. Et malheureusement, on aura besoin probablement d'une deuxième émission pour continuer le débat, mais je peux répondre un tout petit peu à quelques points ici. Malheureusement, j'ai pris beaucoup de temps pour présenter mes idées ce soir. Bon, en général, je suis d'accord avec les critiques de Robert et d'Ivan. Et je crois que c'est une question de présentation, question de nuance, question de timing des politiques économiques qu'on va débattre ici. La première chose que je veux dire, c'est que je suis 100% d'accord que c'est une question de politique économique et que c'est une question de choix politique de l'État au centre de la valeur du taux de change, de la valeur de la monnaie, etc. Deuxième point,
j'ai pas voulu donner l'impression que ma position, c'est que il faut garder le taux de change fixe et attendre que d'une façon ou d'une autre, au long terme, on aura la possibilité de introduire la garantie de l'emploi et la prospérité et tout ça. Pour moi, c'est une question de comment mettre en place un système qui va, je ne sais pas si on peut dire en français, de séquencer les investissements pour bouger un pays comme la Tunisie, par exemple, d'une position de manque de souveraineté monétaire afin de gagner petit à petit de plus en plus de liberté d'espace fiscal pour ces investissements. Et le processus de transition, pour moi, c'est le processus qui peut être mis en place avec une garantie de l'emploi. Donc, le processus d'augmenter la productivité. En fait, j'ai eu cette conversation avec Warren Mosler presque tout le temps, ce débat sur ces points. Et on est d'accord en fin de compte que ce qui est important, c'est la productivité des secteurs dans l'économie, c'est la corruption, c'est l'économie de rente qui crée ces contraintes institutionnelles qui donnent l'apparition que le changement était impossible, qui donne l'impression que ces relations mécaniques entre déficit commercial, taux de change, pauvreté, ce sont des relations qui sont impossibles à modifier avec des politiques économiques. Donc, pour moi, c'est une question de timing et de processus institutionnel, politique, pour changer les paramètres. Donc, je ne vais pas dire que simplement changer le modèle de taux de change d'un taux de change fixe à un taux de change flottant sans rien changer dans le système de politique économique, sans adresser le problème d'économie de rente, sans adresser le problème de manque de capacité de production et de manque et sans investir dans la productivité de l'économie locale, ça va tout d'un coup changer toute l'économie. Même si on met en place un programme de job transition jobs or job guarantee, garantie de l'emploi. Donc pour moi, c'est vraiment une vision compréhensive qui inclut tout ce que Robert et Yvan ont proposé, mais avec une stratégie qui reconnaît qu'il y a des paramètres structurels, institutionnels, politiques qui met en place ce coinçage politique qui est en fait un coinçage économique de politique économique. Donc, pour moi, c'est la deuxième étape de ce débat, c'est mettre sur papier ou dans la deuxième émission un débat, une conversation qui nous permet d'identifier ce plan qu'on peut mettre en séquence. Comment faire la transition? Parce que je crois que peut-être que vous êtes d'accord que changer le système de taux de change simplement ne va pas résoudre tous les autres problèmes. Donc, il faut avoir une série de politiques économiques qui doivent être mobilisées en même temps pour atteindre le modèle idéal que Robert vient de décrire dans ces 9 points. Je suis complètement d'accord avec Warren Mosler et Robert dans la description de comment un État du Sud global peut fonctionner avec un taux de change libre, avec une garantie de l'emploi, etc.
Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres contraintes au niveau politique, pas au niveau économique, et au niveau de l'économie de rente qui font en sorte que cette transition ne peut pas se faire sans problème, disons. And I'll leave it at this. I mean, je crois qu'on a fait une très longue émission ce soir, mais j'ai hâte de continuer cette conversation avec la deuxième étape. On a passé beaucoup de temps au niveau de diagnostic et pas assez de temps au niveau de transformation et d'implementation. Implementation, comment dire en français? La mise en œuvre. La mise en œuvre des politiques de transformation. Je ne sais pas si Robert et Yvan, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, alors je suis ravi on serait ravi, je crois, de pouvoir continuer notre interlocution, peut-être dans une deuxième occasion. Une chose seulement, c'est absolument, il faut prendre en considération les aspects réels, la politique industrielle et aussi, disons, les criticités sociales, pas seulement strictement économiques, pour un développement social et économique d'un pays. Le fait, c'est que on a l'impression des fois que vous proposez de ne pas partir par avoir un taux d'échange flottant. Le point, c'est que de nos points de vue, le taux d'échange flottant ne résout pas toutes les choses, mais résout une chose, peut résoudre une chose, peut donner la possibilité de résoudre une chose, que c'est le chômage. Une fois qu'on n'a pas le chômage, on a le taux d'échange flottant, on peut éliminer le chômage, que c'est un grand problème en termes de pauvreté absolue, de toute façon, un grand problème en termes de exploitabilité de la classe ouvrière, des travailleurs, parce que plus de chômage il y a, plus il y a de... Et donc, aussi sur le niveau social, il y a un impact. Et puis, le taux d'échange flottant, de toute façon, donne plus de possibilités en termes d'espace, de comment bouger, activer l'économie réelle. Donc, voilà. Pour nous, c'est simplement problématique de proposer une politique économique qui ne parte pas du cadre du taux d'échange flottant. C'est-à-dire que toute l'élaboration de politique industrielle, selon nous, devrait être faite dans le cadre du taux d'échange flottant. Parce que de toute façon, c'est seulement plus large, plus puissant. Mais on pourra sûrement affronter ça dans une deuxième passage peut-être sur la politique économique. Et je vous remercie énormément pour votre patience et votre gentillesse et votre clarté, parce que c'est quand même un aspect que pas tous les académiques ont, d'être si clair, avoir cette capacité expositive que vous avez, et aussi en français. Moi, j'ai pas vu beaucoup de problèmes, en fait, en vous, dans l'exposition française. Bah oui, merci beaucoup. Vraiment, ce débat était vraiment passionnant. Et donc, je vais laisser juste après la parole à Christophe de Position. Je pense qu'on peut faire une deuxième émission. Et aussi, on peut faire des entretiens écrits. Donc, dans la revue en ligne Position, en fait, ça pourrait être très intéressant de formaliser ce qu'on a dit là. Fallait peut-être faire un entretien et une synthèse, finalement, de ce manifeste pour qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement aux différents pays pour s'en sortir, de voir après des réponses et des débats finalement qui se cristallisent sur cette question de dans quel ordre on fait les choses. C'est un peu souvent ça, dans quel ordre on fait les choses pour faire dans le bon sens. Et ces débats, c'est vraiment passionnant en fait d'avoir ces débats et de pouvoir les poser. Et je vais laisser tout de suite la parole à Christophe qui va pouvoir peut-être faire le mot de conclusion et nous donner un peu son avis d'auditeur sur ces débats qu'il a assisté et comment on va poursuivre cet échange. Vas-y, Christophe. Vous m'entendez? Très bien. Ouais, donc moi je remercie déjà Fadel pour son intervention et je trouve que cette émission elle est riche et ce qu'on a voulu faire avec Ramzi, avec Robert, Ivan, c'est aussi mettre à disposition des nouvelles ressources
pour tout un mouvement intellectuel, politique, économique qui vient. C'est l'objet de position en fait, hein, de voir un petit peu les rapports de force, comme l'a dit Ramzy au tout début de l'émission. Et donc de voir où sont les failles et appuyer là où justement on peut agir. Et j'ai trouvé vraiment que là il y avait vraiment un champ de recherche, de ressources qui était vraiment passionnant, et Fadel l'a exposé avec, comme l'a dit Ivan, beaucoup de clarté. Et il faut qu'on continue là-dessus, comme tu viens de le proposer, Ramzy, avec peut-être une interview. Et comme tu l'as dit enfin, excusez-moi, Fadel, je te tutoie comme un camarade, mais comme vous l'avez dit, Fadel, peut-être avec quelque chose de beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique, pour passer un peu de la théorie à la pratique, l'implémentation. Et donc, avoir peut-être des choses en plusieurs points, comme tel un manifeste, une fois qu'on a fait le constat, la théorie, un manifeste pratique d'implémentation de ces nouvelles ressources. Et si on devait orienter, à mon sens, une interview ou une nouvelle émission là-dessus, je pense qu'on essaierait d'avoir quelque chose de plus programmatique. Nous, on s'en cache pas chez Position, on vient du marxisme. Et voilà, et la notion de constat théorique et ensuite de manifeste programmatique a une cohérence dans notre vision intellectuelle. Et je pense qu'on va essayer d'orienter là-dessus. Et je suis heureux que Fadel, tu aies conclu justement sur le fait de passer à quelque chose de beaucoup plus programmatique et pratique sur la fin. Voilà, en tout cas, merci. Vraiment une fierté et vraiment un ravissement pour cette émission de ce soir. Merci à vous. J'interromps l'enregistrement.